Enregistré en haute fidélité New Orthophonic par l'Orchestre symphonique de Boston sous la direction de Charles Munch, l'œuvre de Tchaïkovski, Roméo et Juliette, dure environ 19 minutes. Ce disque a exigé sous diverses formes l'habileté et le talent de quelques 375 personnes et quelques 3000 heures de travail. Comment ont été employées certaines de ces heures pour vous offrir votre musique préférée au moment et à l'endroit où vous désirez l'entendre? C'est l'histoire de ce film. Il nous amène en premier lieu au Symphony Hall de Boston. Avant toute chose, sachez qu'un enregistrement haute fidélité avec le nouveau procédé New Orthophonic est plus que la simple reproduction mécanique d'un concert. C'est l'art de créer l'illusion d'un concert véritable. Cela exige bien des tâtonnements, bien des reprises, pour que chez vous, avec votre tourne-disque, vous vous imaginiez assis dans le meilleur fauteuil d'orchestre d'une salle de concert. Comment arrive-t-on à cette illusion? Pour le savoir exactement, il vous faudrait devenir vous-même ingénieur du son. Nous nous contenterons d'étudier sommairement 3 des conditions essentielles de l'enregistrement haute fidélité. Première condition, tenir compte de toutes les nuances qui réalisent la dynamique sonore, depuis les plus faibles pianissimi jusqu'aux fortissimi les plus puissants. Dans un concert, c'est le chef d'orchestre qui en décide d'après la partition. Ces instruments de mesure sur le pupitre d'enregistrement indiquent le volume du son de l'orchestre avant son enregistrement sur la bande magnétique. Les anciens phonographes ne pouvaient rendre exactement ni les fortissimi ni les pianissimi. Aussi ces passages étaient-ils modifiés et nivelés par le potentiomètre de l'ingénieur du son. Il ne s'agissait pas alors d'une exacte reproduction de l'exécution telle que vous la possédez aujourd'hui grâce à la haute fidélité. L'enregistrement reproduit maintenant toutes les nuances, le chef d'orchestre et ses musiciens dosant complètement la dynamique sonore ainsi qu'ils le font dans un concert, et l'ingénieur du son ne touchant plus à ses potentiomètres lorsque l'enregistrement a commencé, le plein pouvoir dynamique de l'orchestre est exactement retranscrit sur la bande magnétique. Seconde condition, corollaire de la première, assurer l'équilibre naturel entre tous les instruments et sections instrumentales de l'orchestre. Ceci ne peut être obtenu que grâce à un emplacement et à une disposition parfaitement calculée du micro. Le résultat varie étonnamment selon la musique enregistrée, la personnalité des interprètes, l'acoustique de la salle, voire la température ou l'humidité. Les conditions ne sont jamais les mêmes d'un enregistrement à l'autre. Une solution facile pourrait être trouvée ici par le placement arbitraire et le contrôle de plusieurs microphones. Mais, encore une fois, cela ne donnerait pas une reproduction fidèle ou naturelle. Actuellement, les ingénieurs du son enregistrent l'orchestre comme un tout. Troisième condition importante, restituer toutes les plages de fréquences, car il faut enregistrer les notes hautes aussi bien que les basses. Ceci est mis au point avant le début de l'exécution. Pour cela, un équipement extrêmement précis et coûteux est utilisé, telle cette console d'enregistrement. Celle-ci transmet fidèlement à la bande magnétique tous les sons audibles à l'oreille humaine, le spectre entier de fréquences de 20 à 20 000 périodes par seconde, avec une distorsion inférieure à 0,1%. Une nouvelle difficulté est l'enregistrement stéréophonique, qui exige plusieurs microphones, des magnétophones à multipistes et un mélangeur de sons spécial. Mais pour ceux qui possèdent les appareils nécessaires,
Cela offre l'avantage d'avoir chez soi la reproduction stéréophonique ou relief sonore. La haute fidélité a d'autres exigences encore, telles que présence, définition, clarté. Mais en y mettant le temps et la patience, on parvient à obtenir toutes ces qualités. Le résultat final est un enregistrement où chacun reconnaît ce qu'il cherchait, tant du point de vue artistique que du point de vue acoustique. Une très fidèle reproduction de Roméo et Juliette a été enregistrée. Et voici qu'elle a subi sa première métamorphose en vue du concert à domicile. Seconde étape, New York, où le travail précis de l'ingénieur consiste à retranscrire le son enregistré de la bande originale sur un disque que les professionnels appellent acétate. C'est à partir de ce disque que sera possible plus tard la reproduction en grande série d'autres disques. Voyons les phases de la gravure de cet acétate. La plupart des données sonores de cet enregistrement sont déjà connues. Vitesse de déroulement de la bande, durée, niveau du son. Ces données doivent être prises en considération tant pour l'acétate destiné à la fabrication des disques 45 tours que pour celui destiné aux 33 tours un tiers. Un acétate vierge est minutieusement contrôlé. Il a 40 cm de diamètre pour les disques de longue durée de 30 cm. Pour les disques de 45 tours, il a 30 cm de diamètre. Dans les deux cas, la surface est largement calculée pour les travaux de gravure. En plus de l'axe qu'il présente en son centre, le plateau tournant de la machine de gravure porte un certain nombre de trous. À travers ces trous, une succion de l'air maintient l'acétate collé sur le plateau. Le temps d'exécution de l'œuvre enregistrée détermine par centimètre le nombre de sillons à graver dans le disque. La dynamique sonore détermine l'écartement des sillons. Les passages fortés exigent un écartement des sillons, les passages piano un resserrement. La machine à graver détermine automatiquement ces espacements d'après le signal sonore qu'elle reçoit. Un essai, maintenant, pour régler le pas du sillon. L'importance de cette opération est telle qu'elle est contrôlée au microscope. Tout étant mis au point, un sillon de départ à pas large est gravé à la limite de la plage réservée à la musique. Le magnétophone est mis en marche et, un tour et demi exactement avant que la musique ne commence, la tête de gravure passe automatiquement du pas du sillon de départ au pas serré des sillons de l'enregistrement. La gravure est assurée par un mince saphir taillé en biseau, parfaitement rectifié et chauffé électriquement de telle sorte qu'il n'y ait virtuellement aucune résistance à sa pénétration dans l'acétate vierge. Au cours de la gravure, on surveille constamment l'écartement entre sillons pour s'assurer qu'aucune variation accidentelle n'est intervenue dans le réglage. Quand on regarde la surface gravée, cela paraît si simple. En fait, c'est une laborieuse et délicate opération qui permet d'obtenir un acétate parfait. La bande magnétique originale est classée dans une réserve aux côtés d'autres œuvres précieuses interprétées par les plus grands artistes mondiaux. Ainsi sera soigneusement conservée cette exécution de Roméo et Juliette, tandis que sa reproduction a subi sa seconde métamorphose vers le concert à domicile. La troisième étape nous amène à Indianapolis, dans l'une des 3 usines modernes des États-Unis où un acétate peut subir les épreuves de l'édition. Voyons d'abord comment se contrôle une fabrication. À chaque acétate, et le suivant comme son nombre, on attache une carte perforée de machine ordonnatrice. Désormais, cette carte peut nous conduire au disque qui nous intéresse, quelle que soit l'étape de sa fabrication. Celle-ci est la même pour les disques longue durée 33 tours un tiers et pour les disques 45 tours. En premier lieu, les sillons de l'acétate sont à nouveau contrôlés au microscope car ils doivent être toujours sans défaut. Puis, on procède à la création de copies métalliques à partir de l'acétate. Premier travail, l'argenture. Cela prend exactement 2 minutes 40 secondes. Et l'acétate maintenant se présente de façon toute différente. Par minutieuse galvanoplastie, on y applique plusieurs couches métalliques.
D'abord, une couche de nickel grain fin qui assure le poli des parois du sillon et donne une plus grande homogénéité de surface. Ensuite, un mince dépôt de cuivre par-dessus le nickel. Puis, un bain tourbillonnant dans une autre cuve pour un cuivrage encore plus épais. Nous verrons pourquoi tout à l'heure. Nous avons ici un acétate qui n'a apparemment qu'une face postérieure. Mais regardez. Maintenant, nous possédons deux faces supérieures et deux disques. L'acétate est à gauche, un nouveau disque argenté à droite. Et c'est ici que nous devons particulièrement retenir votre attention. Souvenez-vous, nous sommes partis de l'acétate sur la face duquel on a d'abord déposé argent, puis nickel, puis cuivre. Et finalement, une autre couche de cuivre. Ensuite, on a séparé l'acétate du métal et nous avons obtenu à la fois l'acétate initial et un disque argenté métallique. Les sillons creux de l'acétate sont en quelque sorte un positif. Il peut être joué. Par contre, les sillons en relief du disque métallique ou pair en font un négatif qui ne peut être joué. On continue le travail sur ce disque métallique en répétant les opérations successives de galvanoplastie pour faire une autre réplique. Puis, nouvelle séparation. Le pair est à gauche et la nouvelle réplique, appelée mère, est à droite. Nous sommes passés du premier positif à un négatif, puis à un autre positif. Normalement, le pair sert de nouveau à fabriquer une autre mère, mais seulement après qu'a eu lieu l'important contrôle suivant. La mère positive peut être jouée. Aussi la prépare-t-on pour un essai d'audition. On la nettoie avec soin pour prévenir tout dommage au cours de cet essai. Cette audition est confiée à une spécialiste qui, 8 heures par jour, écoute toutes sortes de musique avec un sens critique toujours en éveil. Experte pour déceler à l'oreille la plus légère imperfection d'un disque, en trouverait-elle une qu'un nouvel acétate serait immédiatement commandé à New York à partir de la bande magnétique originale précieusement conservée. Après le test d'audition, la mère retourne aux cuves de galvanoplastie. Elle donne naissance à la plus importante nouvelle réplique métallique, la matrice, qui termine le cycle, allant de l'acétate au pair, du pair à la mère, de la mère à la matrice. La composition métallique de la matrice est presque totalement constituée de nickel dur très pur. Ces reliefs impriment les micro-sillons dans le disque de tirage. Maintenant, elle est prête pour l'édition. Parfaitement poli sur sa face postérieure, centré optiquement pour découpage du trou central, ajusté au diamètre exact, la matrice est emboutie pour former une bordure permettant un montage solide sur le plateau de la presse. Celle-ci est une machine complexe pesant 2 tonnes. Elle moule les disques par compression. La matrice est montée sur le plateau supérieur. Sur le plateau inférieur, une autre matrice imprime simultanément l'autre face du disque. La matière plastique employée pour l'édition du disque est introduite dans la presse sous forme de granulés du plus fin et du plus pur vinyle. Elle est transformée par pression hydraulique en une pâte douce dans l'exacte quantité nécessaire à fabriquer un disque. Les étiquettes sont pressées sur la pâte pour y adhérer parfaitement. Tout est prêt à tourner. Cela a demandé bien des étapes et bien des heures de travail. Mais il ne faut que quelques secondes pour tirer un disque. La presse chauffe automatiquement la matière plastique pour le moulage, puis automatiquement la refroidit, de telle sorte que le disque peut être joué immédiatement. Et voici la première copie longue durée de Roméo et Juliette. Une pièce de collection? Non.
La première copie est toujours soigneusement contrôlée dans ses moindres détails, depuis son numéro de série jusqu'au centrage, qui doit être parfait. Encore un nouvel essai d'audition. Et enfin, la fabrication de Roméo et Juliette démarre. Pour ceux qui préfèrent la version 45 tours, aussi bien que pour les jeunes qui attendent impatiemment les derniers airs à la mode, une machine ingénieuse édite tout automatiquement. C'est elle qui distribue elle-même les étiquettes, qui assume l'alimentation du composé vinylique, qui évacue les disques fabriqués et les empile totalement finis. Pour les légions de fanatiques de l'enregistrement sur bande magnétique, des machines tout aussi ingénieuses réenregistrent des copies à 4 fois la vitesse normale d'écoute pour gagner du temps, et même en marche arrière pour éviter le rembobinage. Peu importe votre goût ou votre préférence en matière de musique. Dans l'atelier d'expédition, on peut découvrir un choix sans limite des meilleures interprétations et des meilleurs enregistrements. Albums de chansons d'enfants, disques extraordinaires, airs de music-hall, ou thèmes de folklore. Succès populaire et classique du jazz. Rythme de danse. Musique de genre. Grand opéra. Solis vocaux ou instrumentaux. Chefs-d'œuvre symphoniques ou autres. Les plus grands interprètes du monde entier sont à votre service. C'est un travail considérable, mais quel que soit le genre de musique préféré, que vous le désiriez en 45 tours ou en 33 tours un tiers, chaque disque est fait avec le même soin, selon les mêmes hauts standards de fidélité. Et le Roméo et Juliette. Mais il s'approche de plus en plus du concert à domicile. Dernier contrôle. Chaque disque est rigoureusement inspecté et mis en pochette par un personnel expérimenté qui sait, au coup d'œil, si le disque répond aux standards voulus. En voici un, habillé dans sa pochette de protection, qui est prêt pour l'expédition. Une nouvelle technique mécanique aide à accélérer son départ. Dans la salle où se dirigent les expéditions, des machines spéciales suivent à la trace les quelques 250 000 disques quotidiennement fabriqués ici. Où vont certains disques? Quand? En quelle quantité? Les cartes vous le diront. L'édition de Roméo et Juliette sort en même temps en version 45 tours et en version 33 tours un tiers. Les machines trieuses répartissent les notices d'envoi suivant ces deux catégories. Maintenant, les expéditionnaires en prennent livraison. Les deux versions sont emballées de la même façon en carton de 25 disques. Mais suivons les cartons d'album 45 tours. À mesure qu'ils sont retirés des rayons de magasinage, les cartons sont placés sur une seule chaîne de distribution d'un type particulier ici. Une seule opératrice suffit à faire tout fonctionner sans heurts.
comme chaque bulletin de commande est rempli d'après la carte poinçonnée, elle n'a qu'à changer le réglage d'un adressographe automatique et la machine fait le reste. Le numéro de code et l'adresse du destinataire sont automatiquement imprimés sur chaque carton. Puis, les cartons passent à d'autres machines où ils sont attachés par groupe de 4. Et ils se dirigent ensuite vers l'entrepôt situé à l'étage inférieur. Ici, les cartons sont rassemblés pour être expédiés dans tous les coins du pays aux distributeurs et marchands de disques. Ces albums de longue durée ont été envoyés par le même procédé que les autres. Et maintenant, par centaines de copies identiques à l'enregistrement en haute fidélité du Roméo et Juliette de Tchaïkovski, les deux versions sont en route vers vous. Le Roméo et Juliette de Tchaïkovski a fait ce long voyage pour vous disposer, car c'est chez vous la dernière étape, où, dans le meilleur fauteuil d'orchestre, concert à domicile.